on se retrouve aujourd'hui pour l'introduction du vlog défi lecture du mois. Ce mois-ci, je devais lire des livres qui révolutionnent ou qui sont révolutionnaires, que ce soit en termes de genre, d'écriture, de structure, de thématique, de ce que je voulais. Donc, j'avais une petite sélection, mais je pense qu'elle va varier, mais je vais quand même vous montrer ce que j'avais choisi. J'avais choisi Pour une morale de l'ambiguïté de Simone de Beauvoir, qui va parler des hommes et le paradoxe de leurs conditions. Et donc, notamment, j'imagine, vis-à-vis du féminisme. Mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de le lire parce que c'est de la philosophie. Et que même si ça fait moins de 300 pages, non, ça fait 300 pages, c'est de la philosophie, donc je sais pas trop. Par contre, j'ai pris ça qui est tout petit, c'est Vive la Commune, le procès de Louise Michel, suivi de La Commune est proclamée de Jules Vallès, et de La guerre civile en France, adresse de Karl Marx, qui est tout petit, et qui m'intéresse pas trop mal puisqu'on va parler de La Commune et de Louise Michel, qui sont quand même deux figures de la Révolution et de l'insurrection très importantes, et que j'aime beaucoup, et j'aimerais beaucoup lire plus de choses sur la Commune parce que je trouve que c'est une période historique qu'on a tendance à essayer d'effacer dans les manuels d'histoire parce que c'est une véritable insurrection pour le coup, non maîtrisée, non contrôlée, et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça c'est sûr, je vais le lire, mais j'ai lu en premier Femme réveille-toi d'Olympe de Gouges, donc pareil, on est en plein dans la période de la Révolution française avec un grand R, et on est sur une femme qui parle des femmes. Ça pour le coup je l'ai lu, il n'y a pas que le fameux texte de la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne, il y a plusieurs textes de l'autrice sur différents sujets. Qu'est-ce que je peux vous en dire? On a une présentation avec un petit peu la vie d'Olympe de Gouges qui est assez intéressante puisque ça permet de remettre un contexte, notamment qu'Olympe de Gouges était royaliste et ne voulait absolument pas que le roi soit emprisonné, etc. Et que quand elle a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle l'a écrit à l'adresse de Marie-Antoinette. Voilà, donc c'est quand même important à savoir, parce que forcément, ça donne quelque chose, enfin c'est une notion à avoir en tête quand on lit son texte. On apprend qu'Olympe de Gouges était contre l'esclavagisme, elle était fermement opposée au traitement que subissaient les Noirs, notamment dans les colonies américaines. Et voilà, et donc on va parler un petit peu de tout ça. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'il y a à boire et à manger. Il y a des choses que j'ai trouvées... J'étais pas d'accord avec tout, en fait. Je m'attendais à ce que ça soit plus unanime. Et en fait, ça ne l'était pas tant que ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une petite idée, déjà, rien que le fait qu'elle était royaliste, et qu'elle en appelle au roi à de nombreuses reprises dans son texte, ça m'a un peu... Bon, voilà, je suis pas fan de cet aspect-là. Et à la limite, si c'était que ça serait passé. Sauf que j'ai l'impression que l'autrice parle, en fait, aux femmes bourgeoises, aux femmes ayant de l'argent. J'ai pas l'impression que ça s'adresse à toutes les femmes. Et d'ailleurs, c'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et j'ai senti dans ce texte, sans que ce soit franchement dit, une sorte d'exclusion, parce qu'à de nombreuses, très nombreuses reprises, l'autrice parle de bonnes mœurs. Et de femmes non morales, et on voit bien quel genre de femmes elle vise, et l'exclusion de ces femmes me dérange un petit peu. J'ai pas apprécié cet aspect-là. Alors je sais que pour l'époque c'était hyper avancé déjà d'avoir ce genre de pensée, mais ça me dérange quand même. Et je veux le signaler parce que je ne pense pas qu'Olympe de Gouges soit un modèle absolu. Il y a des choses à prendre et des choses à laisser, c'est ça que je veux dire. Notamment, elle était pour le suffrage censitaire, je vous rappelle, qui est un suffrage réservé aux gens ayant un certain niveau de revenus. Voilà. Donc typiquement, j'ai relevé quelques citations. Donc elle veut créer une maison dédiée aux femmes, une maison de santé dédiée aux femmes, et elle dit « En un mot, pour toutes les femmes qui ont vécu dans une honnête aisance et qu'un revers de fortune prive de tout secours. Une femme bien élevée se trouve parmi des mendiants avec des filles de mauvaises mœurs ou des gens du peuple de tout état. » Vous voyez, il y a vraiment ce côté hyper excluant, je trouve, pour moi, des pauvres et des femmes dites de mauvaises mœurs qui sont en fait des femmes qui subissaient leurs conditions, hein. C'est ça qui me dérange, je pense, le plus. Un autre moment, par exemple, elle parle beaucoup de la restauration des mœurs, qui est, bon, alors, dans une certaine mesure, j'étais d'accord avec elle, puisque ce qu'elle disait, en gros, c'est que il fallait que les hommes arrêtent d'aller voir ailleurs et qu'ils soient responsables de leurs actes, c'est-à-dire que si un homme fait un enfant avec une femme avec qui il n'est pas marié, il se doit de prendre en charge l'enfant
conçu. Donc il y avait cet aspect-là avec lequel j'étais d'accord, puisque c'était très facile à l'époque hein, d'aller semer ces petites graines un peu partout et de s'en laver les mains. Donc ce côté-là, j'étais d'accord, mais il y avait plein de côtés qui me dérangeaient sur sa définition des bonnes mœurs et le jugement qu'elle portait sur les femmes qui n'étaient pas de bonnes mœurs. Voilà. Je trouve assez facile de juger des femmes qui sont pauvres et font ce qu'elles peuvent comme elles peuvent quand on est soi-même pas pauvre en fait, tout simplement. Bon voilà, c'est du féminisme à l'ancienne, un peu. Après, je trouve très intéressant qu'elle était contre l'esclavagisme, qu'elle était outrée par le fait qu'on puisse considérer les personnes noires comme des animaux, ce avec quoi elle n'était pas du tout d'accord, et qu'elle considérait juste que les hommes noirs étaient noirs au même titre qu'il y a des fleurs bleues, des fleurs blanches et des fleurs voilà, dans la nature. Et ça, c'était plutôt pas mal. Après, par exemple, elle s'est fermement opposée à la révolution de Saint-Domingue en 1792, je crois. Donc des hommes, enfin des personnes noires aux États-Unis, donc des esclaves aux États-Unis, et elle s'y est opposée. Elle était opposée, par exemple, typiquement, d'ailleurs ça s'ouvre là-dessus, sur toutes les violences et la destruction des biens publics par le peuple en fait. Hein. Donc typiquement, comment le peuple dans sa fureur ne serait-il pas capable de tout? Il égorge, il incendie avec cruauté, sans être ému un seul moment de sa barbarie. Il chante, il rit, il se livre dans ses instants d'horreur aux plus grands excès de débauche. Et dans cette ivresse meurtrière, ce peuple effréné trouve lui-même une fin cruelle. Il y a vraiment, je trouve, une absence de prise en considération de cette colère en fait. Et c'est-à-dire que la révolution oui, mais il faut que tout le monde soit gentil. Et je trouve pas ça très réaliste. Donc on sent bien que c'est une bourgeoise, c'est une femme bourgeoise. C'est une femme qui se revendique enfant naturel d'un noble, et ça se sent. C'est une femme qui parle beaucoup d'elle, qui est assez égocentrée. Et même s'il y a de très bonnes idées dans ce qu'elle dit, il y a des aspects quand même qui m'ont dérangé, très sincèrement. Donc voilà, je vous inviterai à découvrir au moins le texte sur les droits des femmes qui était intéressant, même si en fait ça reprend exactement ou quasiment exactement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et, euh, et ça le féminise en fait, tout simplement. Hein. Ouais, je sais pas, elle tape un peu sur les femmes, elle leur reproche. Alors peut-être qu'elle a eu la chance et le caractère d'être plus rebelle, de ne pas être comme les autres femmes, et c'est tant mieux pour elle. Mais je trouve que c'est un peu dommage de supprimer cet aspect sororité et d'avoir un jugement sur ses comparses. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont dérangée, sincèrement. Après, j'ai pris beaucoup de notes, je sais pas si vous verrez. J'ai pas mal surligné à noter parce qu'il y avait plein de choses intéressantes et plein de choses qui étaient dérangeantes à mon sens. Typiquement, voilà, un exemple où elle tape sur les femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles condamnaient au crime comme à la vertu. Voilà, elle juge ses comparses, et je trouve ça dommage parce que je pense que même à l'époque, il aurait été de bon ton d'avoir plus de sororité dans cet écrit, à mon sens. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, typiquement, elle dit sans doute il est horrible pour le genre humain qu'il périsse d'une misère trop cruelle, une quantité d'hommes toujours utiles à l'État, mais il est encore plus dangereux de les secourir avec trop de profusion. Le peuple doit être secouru dans des temps de calamité, mais si on lui donne trop dans d'autres moments, on l'expose à la paresse, on lui ravit toutes ses ressources. Ses bienfaits sont pour lui des dons funestes. Enfin, c'est chaud, quoi. Enfin, faut vraiment être une grosse bourge pour penser comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, à quel moment le peuple paresse? Enfin, je trouve ça incroyable. Bref, voilà, il y a des choses qui m'ont quand même bien dérangée, vous l'aurez compris. Des choses que j'ai trouvées très intéressantes, mais bon, c'est peut-être pas le texte que je recommanderais le plus en toute honnêteté, parce que franchement, c'est un texte pour moi qui est la base de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas un bon exemple. Hein. C'est-à-dire le libéralisme et tout voilà, la mise en avant d'une société bourgeoise, élitiste, libérale, voilà. Et c'est tout ce que j'exècre. Donc, même s'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, je ne suis pas du tout convaincue par tous les arguments de l'autrice, et je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ses arguments. Donc je vais m'attaquer plutôt à ça, la commune, parce que je pense que là, on sera beaucoup plus dans ce que j'apprécie et ce avec quoi je suis d'accord. Et je vais essayer de me trouver un autre livre. Je m'étais pris un Jack London qui apparemment parle justement de révolte slash révolution aux États-Unis, mais je sais pas si je vais lire ça. Je vais aller en librairie, je pense, cette semaine-là, donc je verrai si je trouve quelque chose qui pourrait plus correspondre à mes envies, donc on verra, on en reparlera. Je pense que ça, je le lirai dans pas trop longtemps, mais... Oui, mon cœur. Mais à mon avis, pour cette fois-ci, ça va être... Ah, quoique, il y a 2 textes. Ah, donc il fait moins de 200 pages. Ah, peut-être alors. Peut-être que ça peut passer. J'avais pas vu, il y a Pyrrhus et Cinéa. Ok. Bon, je ne sais pas. Nous verrons.
peut-être ça, je ne sais pas encore, je peux pas vous dire. Pour le moment, je suis un peu dans le flou parce que j'essaye d'avancer mon vlog prix des lecteurs, vu que j'ai beaucoup de livres à lire, mais je vais lire celui-ci, là, le tout petit sur la commune ce soir, et dans la semaine, j'irai m'en chercher, je pense, un autre. Sinon, je lirai peut-être juste pour une morale de l'ambiguïté, je vous en reparlerai. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est sur une thématique révolution, insurrection, féminisme. Je ne sais pas si je trouverai autre chose ou si je retournerai la consigne autrement, nous verrons bien. En tout cas, je vous laisse pour le moment, je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi, j'ai enfin attaqué le livre dont je voudrais vous parler pour ce défi lecture, à savoir La force de l'ordre de Didier Fassin. Désolée pour les reflets, je dois mettre la lumière hein, comme d'habitude. Vous savez, quand je suis ici, il faut que je mette la lumière, d'autant qu'il fait pas très beau. Bref. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Alors, on n'est pas sur, à proprement parler, quelque chose de révolutionnaire. Du moins, l'auteur ne va pas tenir un propos révolté, ne va pas être, ça va pas être un propos insurrectionnel ou insurgé. On va pas non plus être dans des événements à proprement parler révolutionnaires. Mais cette lecture fait écho et a été remise en avant suite aux émeutes et aux insurrections des jeunes suite à la mort du jeune Naël. Et ici, en fait, ça débute. L'auteur, le sociologue, donc Didier Fassin, se retrouve à mener cette enquête au cœur même de la police de je ne sais pas quel commissariat pendant les événements de 2005, donc la mort de Zied et Bouna dans le transformateur électrique. Donc on est quand même sur une thématique de fond et des motivations de fond qui ont rapport à l'insurrection, qui ont rapport au fait de se rebeller, donc je pense que ça fonctionne très bien, et surtout j'avais très envie de le lire, et je pense que finalement c'est assez important de lire ce genre de choses. Donc je vous fais le postulat de base, j'ai pris beaucoup de notes, on va essayer d'être assez concise pour que ça dure pas non plus 1500 ans. En gros, Didier Fassin est un sociologue, anthropologue, médecin, je crois aussi, français. Je ne sais plus exactement son cursus, je ne sais plus où j'ai vu ça, j'ai dû regarder peut-être sur internet avant de commencer la lecture pour savoir un petit peu à qui j'avais affaire, parce que quand même c'est important de savoir qui écrit et quels sont un petit peu ses postulats d'origine. On apprend très rapidement que l'une de ses motivations particulière, je pense, à cette enquête, c'est qu'il a un fils qui, a priori, est racisé. Donc Didier Fassin, lui, est un homme blanc, bourgeois, voilà, tout bien inséré, avec qui coche toutes les bonnes cases, mais il a un fils qui, a priori, est racisé et qui a subi, et il raconte ça au tout début de l'ouvrage, c'est l'introduction, une interpellation injustifiée, et c'est un petit peu... Alors, il avait déjà commencé l'enquête à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il a su que ce livre ne pourrait pas ne pas être écrit et publié, et que c'était important pour lui. Je vous la fais courte, en gros, on est sur différentes parties, c'est un essai, donc c'est une recherche, on n'est pas dans quelque chose de romancé, etc. Il va relater des faits, des statistiques, s'appuyer sur d'autres recherches aussi pour donner du sens à ce que lui voit, perçoit et note. Didier Fassin a demandé l'autorisation de mener cette enquête auprès d'un commissariat d'une banlieue parisienne. Et il explique dès le début qu'il s'y est pris au bon moment parce que quelques temps après, tout a été verrouillé et maintenant il est absolument impossible de faire ce que lui a fait si on n'est pas mandaté par l'État, et que en gros le ministère de l'Intérieur, c'est pas les policiers qui refusent, c'est vraiment, il le précise bien, c'est vraiment, enfin il y a des commissariats qui refusent, hein, je veux dire, mais il dit qu'il aurait pu trouver des commissaires qui auraient accepté et qu'il y en avait certains qui n'étaient pas contre après ce premier temps d'enquête de 18 mois. Mais en gros, le ministère de l'Intérieur a totalement verrouillé tous les accès, et il est impossible, quand on est un rechercheur indépendant, de suivre et d'observer des policiers. Voilà, je vous le dis, à l'heure actuelle, il n'y a plus de transparence concernant ce qui se passe dans la police, et que toutes les enquêtes que vous pouvez voir et qui suivent des policiers sont accréditées par le ministère de l'Intérieur. Donc, a priori, il y a un droit de regard sur ce qui est fait, sur ce qui est donné, sur ce qui est filmé.
etc. Donc sachez-le, et d'ailleurs il va en reparler et c'est très important. Donc lui, il part du postulat, il part de plusieurs postulats. Premièrement, la première chose, c'est qu'il se présente en tant que chercheur, il se présente en tant qu'anthropologue, que sociologue, et ça c'est dit. Les policiers, le commissaire, etc. savent ce qu'il vient faire ici. Il n'y a pas de secret, c'est pas caché, il n'y a pas de mensonge fait à la police. Le commissaire s'est renseigné sur les recherches de Didier Fassin, donc il n'y a aucun secret, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'infiltration. C'est important pour beaucoup de choses et beaucoup de points. Déjà, l'honnêteté par rapport aux individus avec qui il va discuter, il n'y a pas de propos qui sont volés aux policiers, par exemple. L'honnêteté de ce que lui va rapporter aussi, et puis forcément, ça va polisser certains comportement de la part des policiers et c'est intéressant parce que effectivement si du coup ils se retiennent de dire certaines choses, si on ne le met pas en maraude, est-ce que c'est le terme? Si on ne le met pas en patrouille avec certaines équipes parce que voilà, vous imaginez bien pourquoi, ça va aussi permettre à Didier Fassin de prendre conscience de ce qui est normal pour la police et donc il sait que tout ce qui va être dit devant lui, tout ce qui va être évoqué devant lui est considéré par les policiers comme normal et acceptable. Donc tout ce qu'il va rapporter, c'est ce que la police considère comme la base acceptable et normale. Il faut le savoir, c'est important. L'autre postulat, c'est il prend la position d'un observateur totalement silencieux et totalement passif. Il n'intervient jamais dans les rapports entre les jeunes et la police, dans un sens comme dans l'autre. Il n'intervient jamais. Donc, voilà, c'est deux choses à savoir. Il veut être neutre, il veut être silencieux, et c'est un choix qu'il fait dans une démarche très précise qu'il décrit dans l'ouvrage. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais c'est important de savoir ça pour la suite de ce que je vais vous dire et de ce que je vais vous en dire. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il veut montrer, en fait, et qui est très important pour lui, c'est à quel point il est inimaginable pour une personne qui n'est pas racisée, une personne non concernée. C'est inimaginable ce que vivent les personnes racisées en France et notamment les personnes racisées dans les banlieues. Il veut montrer à quel point on peut vivre à côté de personnes racisées sans jamais soupçonner et imaginer ce que vivent ces personnes. Et pour lui, c'est hyper important de montrer ça. C'est-à-dire, c'est important de montrer que déjà, premièrement, l'image façonnée par les médias et par la politique n'est pas réelle, n'est pas vraie, c'est que des enjeux politiques. Et d'autre part, c'est important pour lui de permettre à tout le monde d'avoir une idée de ce que vivent les personnes racisées dans les banlieues. Et d'en avoir une toute petite idée, parce qu'on a beau avoir les mots, on a beau avoir les exemples, on ne peut pas s'imaginer si on ne le vit pas. Donc vraiment pour lui, c'est ça qui est important. Et je le redis et j'insiste à quel point l'image qu'on a des banlieues est fausse. Et c'est vraiment ça dont va parler Didier Fassin. Donc, pour exemple de ce que je viens de vous dire, il parle dans le 3e chapitre qui s'appelle Situation, du thème des zones de non-droit, où la police n'oserait plus pénétrer et où il s'agirait de reprendre pied et à de rares exceptions près, bien moins une description de la réalité qu'une formule de ralliement s'appuyant sur un imaginaire à la fois de danger et de reconquête. Le danger magnifiant le courage de ceux qui l'affrontent et la reconquête justifiant l'intervention pour la mener à bien. Dans la circonscription où j'ai conduit ma recherche, la police allait sans problème partout où elle voulait, et du reste bien plus souvent dans les cités réputées difficiles qu'ailleurs. Mais le discours des quartiers qu'il ne fallait pas abandonner aux voyous n'en continuait pas moins de circuler comme si la défense des territoires de la République pouvait servir d'argumentaire pour pacifier les quartiers. Voilà. Donc il va développer dans un premier temps en fait toute la rhétorique politique de la guerre. Il va expliquer que les jeunes policiers sont formatés et dès leur formation, fait qu'ils vont partir en guerre. Qu'ils vont partir en guerre dans la jungle contre des sauvages, c'est pas des mots que j'invente, c'est des mots qui sont dans l'ouvrage, et que en gros ça va être dangereux, ça va être beaucoup d'action, ça va être musclé, ça va être violent. Et c'est comme ça qu'est vendu le métier de policier en fait, et c'est ce qu'attendent les jeunes policiers. Et c'est ce qui va créer plusieurs problèmes, certains auxquels je reviendrai plus tard, mais notamment les conflits entre la police et les jeunes. Il cite plusieurs exemples desquels il a été témoin. Donc on ne parle pas de choses inventées, des choses qu'il a vues de ses yeux, notamment une altercation qui va dégénérer où 3 policiers vont se retrouver entourés par des jeunes, ils vont appeler des renforts et ça va
totalement dégénérer et tellement dégénérer, donc notamment la BAC qui va débarquer, ça va tellement dégénérer qu'on va se retrouver avec des mères de famille qui sont embarquées, on va se retrouver avec un enfant de 9 ans qui se retrouve avec un flashball sur la tempe parce qu'il a été insolent, on va se retrouver avec comment ça s'appelle, des perquisitions hyper violentes où on va aller chercher le jeune qui est à l'origine du truc. Alors l'origine du truc, je vous le dis, hein, c'est des jeunes qui faisaient du quad à un endroit où vous n'avez pas le droit d'en faire. On parle pas d'un truc de ouf, hein, je vous le dis tout de suite. Donc où on va aller voilà, perquisitionner des maisons, violenter les gens qui sont là, qui ont rien fait, qui ont rien demandé, pour découvrir qu'en fait celui qui était soupçonné en fait est un individu qui est aveugle, qui n'a absolument pas pu conduire le quad, et à aucun moment il n'y a d'excuses, à aucun moment on ne va remettre en question tout ça parce que c'est normal, c'est considéré comme normal. Et en fait, l'auteur s'attache à montrer à quel point il n'y a plus du tout de relation entre la police et les gens des banlieues. Plus du tout. 0% de relation parce qu'à chaque fois que la police est appelée pour quelque chose de mineur où les gens demanderaient, par exemple, juste aller les voir en leur disant d'arrêter de faire du bruit ou d'aller ailleurs, eh bien ça finit en contrôle, ça finit en interpellation, ça finit en scène de prise d'otage de la part des policiers, hein, parce que c'est un petit peu ça, je veux dire, à un moment donné, quand on se retrouve au milieu d'enfants en train de jouer, de mamans qui surveillent leurs enfants, de jeunes qui voilà, discutent et font les cons mais ne sont pas armés, n'ont rien fait de mal, et que on sort les flashballs et compagnie, qu'on débarque à 10, 20, 30 au milieu d'une scène de vie courante, voilà, on est sur des scènes, des moments ultra violents, et du coup, il y a zéro confiance entre la police et les habitants de ces quartiers, il n'y a plus aucune confiance du tout, et plus personne ne les appelle, et ça va générer d'autres choses sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et le deuxième exemple dont il parle, c'est l'interpellation de 37 jeunes personnes, je sais plus dans quel... je sais plus pourquoi. Bref, on appelle le raid, on appelle 1000 policiers pour 37 jeunes. Est-ce que vous voyez la démesure du truc? Enfin, je sais pas, encore une fois, voilà, perquisition, et cetera, interpellation avec des jeunes qui sont arrêtés, qui n'ont rien fait, qui sont relâchés, mais qui entre-temps ont été violentés, la famille a été violentée, ils ont été humiliés, et cetera, et cetera. Didier Fassin s'attache à montrer à quel point on est dans une rhétorique, en fait, de guerre. Et cette rhétorique est politique. Les politiciens veulent instaurer ça, utilisent un langage performatif pour créer ça, pour créer cette impression que la banlieue, c'est la guerre, la guérilla urbaine. Et en fait, ce que Didier Fassin dit, c'est que il ne voit pas ça à quasiment aucun moment. Enfin, je crois même à aucun moment, il ne voit ça. Il voit des quartiers avec des jeunes qui sont en train de faire ce que font tous les jeunes à 16 ans, fumer des clopes et discuter, comme devant n'importe quel lycée en France. Des enfants qui jouent avec des parents qui les surveillent, des gens qui se baladent, et c'est ça que lui voit. Et du coup, c'est là où c'est problématique, parce que le décalage est tellement grand entre la rhétorique des médias et de la politique, et ce que lui voit, et ce qui est la vérité, a priori quand même, que il note bien la volonté derrière tout ça de créer des policiers surentraînés et avec des attentes faussées, donc des attentes de guerre, d'action, de bagarre, etc., contre des populations qui, en fait, sont pas du tout dans la violence au quotidien, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc on est dans une politique répressive, on est dans cette idée-là, on est sur des équipes de BAC, la BAC c'est encore particulier, qui sont en total décalage avec les autres policiers en uniforme, on n'est pas du tout dans le même délire. La BAC a été créée exclusivement pour ça dans les années 90, quand on a créé la BAC, on a créé l'autorisation de contrôle préventif. Je sais pas si vous voyez ce que ça implique, ça veut dire que à tout moment, un policier peut vous arrêter dans la rue et vous demander de vous justifier d'exister. En gros, c'est ça. On a créé la comparution immédiate. Je pense que vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de ce qui s'est passé récemment et des 700 personnes passées en comparution immédiate. Voilà, bref, on a créé un bras armé politique pour totalement museler, pour totalement écraser des populations précaires, des populations qui sont concentrées dans les banlieues notamment, depuis les années 50, qui ne peuvent pas en sortir parce que on vit dans une société qui discrimine les gens de par leur couleur de peau, donc ils n'ont pas accès à de nouveaux logements ailleurs, ils n'ont pas accès à des emplois plus intéressants, ils n'ont pas accès à des ressources basiques auxquelles tout le monde a accès, et on les parque entre eux, en fait, concrètement, c'est ça. Et on voit, Didier Fassin insiste sur ce harcèlement
quotidien des mêmes individus qui sont contrôlés 2, 4, 6 fois par jour, parfois par les mêmes policiers qui les ont contrôlés la veille, qui savent très bien qui ils sont, qui ont vu leurs papiers quelques heures avant, mais qui le refont parce qu'ils ont le droit de le faire. Et on va insister, en fait Didier Fassin va beaucoup insister dans la partie suivante, justement, sur ce qu'est la mission, notamment de la BAC, mais également, mais de manière générale de la police en banlieue, à savoir ce harcèlement quotidien. C'est-à-dire que les policiers, et c'est hyper intéressant quand il va parler de ça, voilà, typiquement page 105, il dit « Les équipages de la sécurité publique sont ainsi occupés par défaut à tourner à petite vitesse dans les quartiers à la recherche d'éléments suspects qu'ils ne trouvent que rarement lors de leur ronde sans but et auxquels ils substituent des contrôles ciblés sur les jeunes des cités et les gens du voyage. » Donc après, il donne un exemple, il en donne plein des exemples auxquels il a assisté, sur tout, en fait, tous ces moments où ils sont appelés, ils vont quelque part et si s'il s'est passé quelque chose, la personne est déjà partie. La plupart du temps, c'est des faux appels ou alors les policiers se trompent d'adresse, se trompent d'endroit et quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Il dit plus loin, Didier Fassin, donc page 108, « On ne saurait imaginer plus grand décalage entre l'attente à l'égard du métier et sa réalité. Souvent d'ailleurs, il me disait sa déception. » Donc là, il parle d'un témoignage d'un policier en particulier. En prenant ce poste, il avait imaginé intégrer un groupe d'intervention particulièrement animé. Il n'attendait plus désormais que sa mutation dans la petite ville du Périgord dont il était originaire. Et en fait, c'est de ça dont parle ce livre. C'est pas ce que les médias en montrent, c'est la réalité. Et la réalité, c'est l'ennui des policiers. C'est des journées à tourner en voiture, à attendre, à tourner, à être appelé pour rien, à ne pas être appelé. Il dit en général, il y a maximum 2 appels par nuit qui ne débouchent sur rien. Et du coup, il va parler de la manière dont s'occupent ces policiers qui s'ennuient. Et par exemple, des contrôles préventifs. C'est-à-dire qu'ils se font tellement chier, concrètement, que s'ils voient des jeunes à un arrêt de bus ou sur un banc en train de fumer, ils vont aller les voir. Ils vont aller les contrôler, ils vont aller les fouiller, les titiller. Alors selon, il parle de certains policiers qui sont pas du tout, qui ne font pas de remarques racistes et qui sont pas dans l'optique d'être foncièrement, de provoquer des choses en fait, vous voyez. Parce qu'il y a ça en fait, c'est que certains vont chercher à provoquer l'outrage et la rébellion parce que ça va donner du sport, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui suppute et qui étire les fils de la réflexion. Il y a des policiers qui l'ont dit ouvertement devant Didier Fassin, que en gros, et je vous cite le passage, « C'est un super truc ce truc-là. Si j'en vois un qui crache, je lui colle un PV, avec un peu de chance, ça se termine en rébellion. C'est sûr ça, le bâtard tu lui colles 130 €, il est pas content, il s'énerve, et là, c'est la rébellion. » Et c'est ça que cherchent les policiers. Pas tous, mais beaucoup. Parce que beaucoup étaient là pour faire la bagarre et pour faire de l'action, et c'est pas ce qu'ils trouvent, et ils se font chier, et c'est compréhensible. Voilà, si vous passez vos journées à tourner en voiture et à rien foutre, vous vous faites chier. Après, ça ne justifie à 0% tout le reste. Je veux dire, le fait qu'il se fasse chier est compréhensible, le reste pas du tout. Soit. Donc, voilà, on est sur ça. Après, Didier Fassin donne des chiffres sur les types d'individus qui sont interpellés. Il va notamment parler du fait que la police tourne sur plusieurs villes, pas que sur une seule, puisque un commissariat, il y a une circonscription, et que systématiquement, quand ils traînent près des bars où les jeunes étudiants glandent et fument, ils ne vont jamais les contrôler. Il dit qu'il a assisté en je sais plus combien de mois à 0 interpellation d'étudiants. Mais que si des jeunes racisés font exactement la même chose sur des bancs dans les cités, eux, systématiquement, ils sont fouillés, ils sont palpés, on les embête, on leur confisque leurs produits et parfois on les amène au poste. Et il dit « La sévérité en la matière n'était certes pas systématique avec les jeunes du milieu populaire, mais elle était constamment absente à l'égard des jeunes de classe moyenne. » Voilà. Il dit plus loin, les patrouilles exercent une forme de pression sur les populations vues comme les plus menaçantes par leur simple présence, à savoir les jeunes de milieux populaires appartenant le plus souvent à des minorités, indépendamment de tout danger objectif. L'enjeu n'est donc pas tant d'ordre public qu'il s'agirait de protéger que l'ordre social qu'il s'agit de maintenir.
Donc il donne encore des exemples, je vais pas tous vous les faire, ça fait 20 minutes que je parle. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter parce que je trouve ça hyper important. Et après il va parler des chiffres, c'est-à-dire qu'on demande aux policiers de faire 30 interpellations par mois et que, bah, c'est hyper compliqué en fait de faire 30 interpellations par mois. Du coup, bah, comment ils font pour compléter? Ils tapent dans ce qu'ils appellent les ILS et les ILE, donc c'est en gros, soit, rapport aux stupéfiants, soit rapport aux étrangers et que en gros, bah, voilà, ils savent, ils vont traîner dans les gares, ils arrêtent des individus qui sont racisés, qui peuvent ressembler potentiellement à des étrangers en situation irrégulière et comme ça, ils peuvent les interpeller et après ils font du chiffre parce qu'il y a le chiffre des interpellations et cetera, mais il y a le chiffre aussi d'affaires résolues et pour résoudre une affaire, bah, tu prends un étranger qui a pas le droit d'être là officiellement et tu le renvoies dans son pays et tu fais ton chiffre et en fait, il parle de certains policiers qui sont, pas du tout d'accord avec ça, parce que c'est pas pour ça qu'ils ont fait ce métier. À mon avis, ça représente une minorité et lui-même le dit, hein, mais il le souligne et c'est peut-être aussi important de nuancer le propos puisque lui n'est pas là pour juger les policiers, il est là pour juger l'institution, en fait. Il est pas là pour juger les individus, même s'il en pense pas moins, vous imaginez bien, c'est évident. Mais bref, bah, des autres qui s'amusent à ça et qui se font, forts d'être, des grands arrêteurs de jeunes qui fumaient un petit joint ou d'étrangers qui bah, sont de pauvres gens qui n'ont rien demandé, qui font chier personne hein, concrètement. Donc c'est la première occupation, donc les contrôles à répétition. La deuxième occupation, c'est de rouler à 150 km/h en ville, bien que ce soit totalement interdit, que les supérieurs demandent aux policiers de ne pas le faire parce que c'est très dangereux pour eux. Et Didier Fassin donne le chiffre de 2 tiers des accidents, c'est-à-dire 2 tiers des morts violentes en service étaient accidentelles, dues à ça en fait, à des courses-poursuites parce qu'ils se font chier, donc ils roulent à fond en ville. Ils renversent des gens, ils tuent des gens, hein. Il y a pas très longtemps, il y a eu une histoire, hein, comme ça où une jeune femme s'est fait renverser, par un policier qui roulait à fond. Mais en fait, ils se font chier, donc ils s'occupent comme ça et ils s'occupent en faisant des expéditions punitives et voilà et en fait, c'est ça que Didier Fassin veut mettre en avant, c'est que, la réalité de la police dans les banlieues, c'est pas des altercations, des jeunes qui envoient des pierres, des pas du tout, en fait. Il montre à quel point les jeunes sont passifs, à quel point ils se laissent faire, à quel point ils évitent toute interaction avec la police parce qu'ils savent qu'ils sont perdants. Et il dit qu'il n'a jamais vu autre chose que ça, en fait. Lui n'a jamais assisté à un contrôle où il y avait rébellion, où il y avait outrage. Il assiste à des jeunes qui baissent les yeux, qui se font humilier ouvertement devant tout le monde et qui ne disent rien parce qu'ils savent ils risquent bien plus gros à ouvrir leur bouche qu'à se taire et ils subissent et c'est terrible, c'est affreux. Là, il dit, par exemple, les policiers n'ont cherché l'escalade pour susciter une situation pouvant être ultérieurement qualifiée d'outrage et rébellion. À l'inverse, ah oui, donc il parle de, en fait, il parle du fait qu'à chaque fois qu'il pourrait y avoir outrage et rébellion, c'est des jeunes blancs qui sont concernés parce que eux connaissent pas les règles du jeu, en fait, et que de toute façon les policiers vont pas les faire chier plus que ça. Et il dit, à l'inverse, lorsque ces contrôles avaient lieu dans les cités ou les rues de la ville, les jeunes des classes populaires, pour la grande majorité d'origine immigrée, adoptaient presque toujours un profil bas, ne s'exprimant que lorsqu'on leur posait une question, ne réagissant pas aux commentaires injurieux ou racistes et aux gestes agressifs ou humiliants, dont certains policiers les gratifiaient parfois, se contentant de montrer leurs papiers et de subir la fouille au corps. Habitués et même blasés par la répétition de ces vexations, sachant pertinemment ce qui se passerait s'ils résistaient ou répliquaient, ils attendaient simplement que le mauvais moment fût passé, silencieux, le visage fermé, car l'absence de toute transaction avec les gardiens de la paix était pour eux la seule manière de ne pas perdre la face dans cette confrontation. Ils savent d'expérience combien inégal est le rapport de force et le rapport de droit. Voilà. Bref, j'en parle beaucoup, je suis désolée, j'ai même pas lu la moitié, donc autant vous dire que ça va durer 1500 ans, peut-être que je couperai des trucs au montage, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est le côté, le harcèlement, en fait, que vivent ces populations. Ce dont les médias se font la voix et ce qu'on voit dans les médias concernant les cités, c'est l'exception, c'est pas la règle. La règle, c'est des jeunes qui baissent la tête parce qu'ils ne veulent pas finir au poste, parce qu'ils savent que plus de fois ils seront interpellés et inculpés pour quoi que ce soit, plus ils auront de chances de l'être à nouveau et qu'en fait la seule chose qui peut leur permettre de ne pas finir en prison, c'est juste de fermer leur bouche et d'attendre que ça passe et de voilà, d'attendre que ça passe. Et c'est terrible et c'est ça la réalité des banlieues. C'est ça la réalité de ce qu'a vécu Didier Fassin pendant plusieurs mois, je sais plus combien de temps exactement, 15, 18 mois, je ne sais plus, mais bref. Et c'est ce que lui voit et voilà. Bref, c'est... je sais pas. Je sais pas. Lisez ce livre, c'est hyper important. Lisez-le parce que il n'a pas pour objectif de... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en vois, c'est l'objectif, c'est pas
de, de porter un jugement moral sur le comportement des policiers, c'est de décrire des mécanismes sociaux motivés par des volontés politiques. Donc on va parler de beaucoup plus de l'institution que de l'individu. Et c'est ça qui est important en fait, parce que c'est l'institution qui déconne. Enfin, les individus aussi, on est d'accord. Mais les individus s'inscrivent au sein d'une institution qui les y encourage, ou en tout cas qui ne les empêche pas d'agir comme ils agissent. Et, et voilà. Et surtout, ça permet d'humaniser ces jeunes qu'on voit comme des fous dangereux. Enfin, quand je dis on, c'est les médias et l'opinion publique, on s'entend, mais qui sont perçus et qui sont montrés comme des fous dangereux, comme des jeunes qui font n'importe quoi, qui cassent des voitures et qui sont débiles parce que... En fait, si on replace dans le contexte, c'est compréhensible, les jeunes n'ont pas accès aux médias, on ne leur donne jamais la parole. On ne donne la parole qu'aux syndicats de policiers, aux policiers, au ministre de l'Intérieur et compagnie. Et le seul moment où ils sont entendus, et mal entendus d'ailleurs, c'est quand il y a des émeutes. Et c'est ça la réalité en fait. Et c'est montré à plein de moments. C'est montré, donc l'histoire que je vous avais dit, où il y avait ces 3 flics qui appellent des renforts, etc. Où bah, le syndicat Alliance dit oui, des policiers grièvement blessés, et lui qui était là-bas à ce moment-là, qui demande bah alors, enfin, comment vont les collègues, voilà. Il dit ah non, mais il y en a un qui s'est fait une entorse. Voilà ce qu'on appelle grièvement blessé. Voilà ce qui justifie des individus qui finissent à l'hôpital avec les cervicales pétées, des poignets pétés, un enfant qui est menacé au flashball, à bout portant, enfin voilà. Voilà, c'est ça que c'est ça qu'il faut montrer, en fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est que la réalité, c'est ça. C'est les humiliations quotidiennes, c'est la violence au quotidien, c'est l'injustice, voilà. Bref, je vous laisse, ça fait une demi-heure que je parle, ce vlog a duré 1000 ans, mais en plus j'ai pas fini d'en parler, mais je vais essayer de pas peut-être plus en parler parce que bon, si vraiment je vois des trucs hyper importants, j'en reparlerai et il y en aura sûrement, mais je vais essayer de me limiter, sinon ce vlog va durer 1 h 30. Oh, je sais pas comment je vais faire au montage. Bref, je vous laisse pour ce bout de vidéo, je continue ma lecture, je vous reviens quand c'est terminé. Donc on se dit à plus tard, bye bye. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi. J'aimerais que ce vlog sorte lundi, donc je vais le clôturer, je vais être assez brève. Je vous ai beaucoup parlé. Il reste un petit marque-page parce qu'il me reste la postface à lire. Je vous ai beaucoup parlé de ce livre la dernière fois. Je ne sais pas dans quelle mesure ce que je vais laisser, ce que je vais enlever. Je n'en sais encore rien parce que c'était quand même long et que j'ai pas spécialement envie que ça dure trop longtemps. Ceci étant dit, c'était vraiment une lecture incroyable et édifiante et hyper importante. Je ne peux que vous encourager, si vous êtes un minimum sensible au racisme, aux discriminations raciales et au sort des personnes vivant dans des banlieues, des cités, dans des quartiers ou ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler, à vous pencher sur cet ouvrage. D'une part parce qu'il est extrêmement accessible. Malgré l'auteur anthropologue, sociologue, on est sur un ouvrage hyper accessible. Il explique les choses dont il parle qui sont peut-être un petit peu plus complexes et il donne des exemples très concrets et c'est très clair, c'est très lisible. En fait, c'est hyper important, comme je vous disais la dernière fois, parce que ça parle de choses qu'on pense connaître, mais qu'on ne connaît pas, parce que le fait que cet homme ait été témoin témoigne de ça, d'une part, de manière directe, tout en nourrissant son propos d'études passées, plus ou moins anciennes, autant françaises qu'étrangères, donne un point de vue et une vision vraiment beaucoup plus réaliste, réelle, concrète que ce qu'on peut s'imaginer en fait quand on ne connaît pas et quand on ne sait pas. Et c'est vraiment hyper important parce que ça... Il va pas beaucoup parler des émeutes qu'il y a eu en 2005 suite au décès de Ziad et Bouna, mais on comprend pourquoi ça existe. Pourquoi ça existe, dit comme ça. Pourquoi ces personnes se rebellent, pourquoi ces personnes entrent en insurrection, pourquoi ils crament IL, parce que
aussi très certainement des femmes, hein, même si on en parle assez peu, pourquoi ils crament tout ce qui tombe sous leurs mains, pourquoi cette violence, pourquoi cette réaction extrêmement violente, bien que, encore une fois, je le redis, c'est hyper important, et lui le dit et les chiffres le disent, il y a très peu concrètement de blessés dans ces émeutes. C'est du matériel, c'est quasiment toujours du matériel. Et comme il le dit à de très nombreuses reprises, à chaque fois finalement qu'il y a des blessés, c'est quand la police intervient et que ça dégénère. Et je vous ai parlé, je crois, la dernière fois, et je le redis parce que c'est un exemple parmi un certain nombre dont il parle, de cette intervention où on dit que des policiers ont été gravement blessés et que dans les faits, cela se traduit par une entorse de l'un des policiers qui se l'est faite en courant après un individu. Voilà. Donc c'est hyper important de remettre les choses dans l'ordre. Et c'est hyper important aussi parce que on va parler de populations qui n'ont jamais accès à l'espace médiatique ou alors de manière contrôlée, détournée, euh, pas de manière honnête. On ne laisse pas la parole à ces personnes en fait. On part du principe que ce sont des voyous, des délinquants quoi. Alors que lui il montre bien que ça n'est pas nécessairement le cas et que quand bien même ça ne justifie pas les traitements qu'ils reçoivent, le fait de dealer de la drogue, le fait de voler une voiture ou de rayer une voiture ne justifie pas d'être quotidiennement, perpétuellement humilié, d'être perpétuellement et continuellement maltraité autant moralement que physiquement et que rien de ce que peuvent faire ces individus ne peut justifier la manière dont on les traite. Et, et ça va très loin. Et il va parler de quelques contre-exemples et de quelques alternatives possibles. Il va parler aussi de tous ces policiers qui n'approuvent pas ça, mais qui sont dans cette loi du silence imposée par l'institution et qui voilà, sont pris dans cette espèce d'engrenage où, à défaut de participer à ces violences racistes, eh bien juste il détourne la tête, il va en parler, il va parler de vraiment beaucoup de choses vont être évoquées. Euh, on- il va beaucoup parler de politique parce que tout ça, ça n'est que de la politique, ça ne sont que des choix politiques. À partir du moment où il parle beaucoup de la BAC, hein, je tiens à le préciser parce que lui, il suivait la BAC. À partir du moment où, à partir des années 2000 de Sarkozy plus ou moins, en tant que ministre de l'Intérieur, on a commencé à donner quasiment aveuglément plein pouvoir aux policiers, notamment à la BAC. Et, et il parle de ça en fait, il parle de ce choix politique. Il parle de comment les politiciens vont faire passer les victimes pour des criminels. Et c'est ce qu'on a vu avec le cas de Naël très récemment, où on fait passer ce jeune homme qui a été assassiné pour un criminel et un délinquant. Et quand bien même, quand bien même, il fait des parallèles à des moments donnés où il dit, il parle par exemple, voilà, des jeunes font quelque chose, un acte, un délit en fait, commettent un délit, et les policiers vont arriver en surnombre, donc à 10 voitures dans un quartier, vont faire sortir tout le monde de chez eux, vont en profiter pour détruire le mobilier des gens qui dormaient à 4 heures du matin typiquement, vont les faire sortir et vont les faire s'agenouiller tous les uns à côté des autres. À quel moment on peut transposer ça dans le quotidien d'un pavillon peuplé de personnes blanches? Ça n'arriverait jamais. Et il parle de tout ça en fait. Il parle de ce qui a fini par être accepté et considéré comme normal, de ces propos que l'on entend où bah en fait apparemment dans les banlieues ce serait horrible, invivable, où ce serait la violence tout le temps. Et il dit que lui, ça n'est pas ce qu'il a vu, ça n'est pas ce qu'il a constaté, et que encore une fois on est sur du discours politique. Il va aussi beaucoup parler du sentiment des policiers de ne pas être aimés de la population. Il va aussi beaucoup parler de ces injustices qu'ont l'impression de vivre les policiers quand ils arrêtent des gens qui sont relâchés. Et il va expliquer pourquoi et comment. Enfin bref, il va parler de beaucoup de choses. Et en fait, à la fin, quand il était vers la fin de cette enquête, il avait déjà commencé une autre enquête en milieu carcéral. Et il va parler aussi de cet énorme écart entre les surveillants de prison et les policiers. Et ça a l'air passionnant et du coup, je pense que je vais me procurer son ouvrage sur le milieu carcéral en France, parce qu'à mon avis, ça va être édifiant. Bref, je ne sais pas comment vous inciter à découvrir ça. Je ne dis pas que c'est facile à lire, c'est assez violent, c'est dur, c'est beaucoup d'injustice. Et en même temps, je pense que
en tant que personne non concernée, il faut arrêter d'essayer de se préserver de choses que l'on ne vit pas. Et il faut se confronter à la réalité d'autrui. Il faut accepter d'entendre, de voir et de ne plus détourner le regard de ces choses-là. Et c'est hyper important en fait. C'est vraiment hyper important. C'est hyper important de s'impliquer, de savoir, de comprendre les mécanismes à la fois sociaux, à la fois institutionnels, à la fois politiques qui mènent à ça, qui mènent à ce qui se passe actuellement dans les banlieues, qui mènent à ce que vivent des populations qui ne sont même pas considérés comme des citoyens, qui mènent à une violence si grande et inexcusable. Enfin, je peux pas vous dire quoi. Je pense que si on a un humain un minimum normalement constitué, qu'on n'est pas raciste, ni sexiste, ni homophobe, qu'on ne déteste pas son prochain sous prétexte qu'il ne nous ressemble pas, on peut pas concevoir une telle cruauté en fait, et une telle banalisation de la cruauté. Vraiment, je pense que c'est inconcevable. C'est pas des exceptions, hein. C'est pas des exceptions, hein. Alors peut-être qu'il n'y a pas tous les jours hein, des gens qui meurent, et heureusement, mais c'est pas des exceptions. Les personnes qui sont humiliées, qui sont frappées, à minima juste des gifles, parfois c'est simplement des mots, mais qui appuient là où ça fait mal, qui sont volontairement cruels, qui sont volontairement humiliants, qui sont rabaissants, c'est tous les jours. Il y a des gens qui tous les jours sont contrôlés par les mêmes policiers qui les connaissent, qui connaissent leur nom et leur adresse, mais qui le font quand même, qui leur font des fouilles à corps quand même, alors qu'ils les connaissent, simplement parce qu'ils en ont le droit, parce qu'ils en ont le pouvoir. Voilà. Bref, si jamais vraiment ça vous dit et que vous le lisez et que vous vous le procurez, dites-le moi quoi. Parce que vraiment, s'il y a une lecture sur toutes les lectures dont je vous ai parlé qu'il faut faire, si on devait en garder qu'une, ça serait à l'heure actuelle celle-ci. Parce que, en tout cas, si vous n'êtes pas concerné et donc que vous n'avez aucune idée de tout ça, parce que c'est important en fait. Bref, je vais arrêter, je suis saoulante. Du coup, mon défi lecture n'aura pas été hyper fourni. En même temps, on s'en doutait vu les circonstances. J'ai fait une lecture assez moyenne, une excellente lecture, bien que extrêmement difficile. Je voulais lire un autre livre que finalement je ne lirai pas parce que je n'aurai pas le temps, qu'il faut que je clôture ce défi, mais que je le lirai plus tard, c'est pas très grave. Et, et voilà, du coup, il est temps que j'ouvre la carte de Pénélope que j'ai oubliée, donc je vais la chercher. Donc c'est parti, on ouvre la petite carte. Oh, trop chou, trop mignonne. Est-ce que vous allez voir malgré les reflets? Oui. Trop joli. Très thématique. C'est parti, on y va. Donc, chère Lucie, j'espère que tu vas bien. Je prépare ta carte en regardant ta dernière vidéo, le combo parfait. J'ai trouvé cette petite carte estivale bien mignonne et elle rentre parfaitement dans notre thème du mois d'août, l'été tout simplement. Ça tombe bien. Mes vacances approchent et je suis bien dans le mood. En parlant de mood, c'est un peu mon mantra de l'été et des vacances, profiter, suivre ton mood. Je sais, ça ne t'aide pas beaucoup, mais en gros, place-toi devant ta bibliothèque ou ta librairie si tu es d'humeur à acheter des livres et choisis ceux qui te font le plus envie, là, tout de suite, maintenant. Peut-être des lectures, achats que tu repousses, fais-toi plaisir. Si tu as envie d'un peu plus de consignes, mais sans aucune obligation, c'est un peu le principe de ce défi contradictoire, lien graphique, car ce sont pour moi les lectures de vacances par excellence. En tout cas, j'espère que ça te plaira et que tu feras de belles découvertes. Profite, repose-toi, merci pour tous ces moments, ces partages qui font tellement de bien. Merci d'être là. Moi, elle est trop mignonne. T'es trop mignonne. Oui, merci à toi, comme toujours. Et j'espère que, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, tu es encore en vacances. Et j'espère que tu profites bien. Mais j'ai cru comprendre que c'était le cas, donc c'est très chouette et j'en suis ravie. J'espère que ça va te faire du bien et que quand tu vas rentrer, tu vas te sentir libéré de cette chape qui s'accumule sur nous quand voilà, quand on a eu une année chargée, difficile ou pas, hein, juste, voilà, la vie quoi. Donc je vais lire ce que je veux, et ben je peux vous dire que c'est très chouette et que j'ai envie de lire 10 millions de choses, peut-être que ça va du coup être un défi lecture infiniment long, puisqu'il y a tellement de choses qui me font envie, mais je vais me prêter vraiment au jeu, vraiment. Et
et vraiment prendre une lecture qui me fait envie sur l'instant, vraiment. Donc ça sera peut-être pas je vais peut-être pas le commencer ici, je vais peut-être attendre de rentrer chez moi parce que j'aurai tous mes livres à portée de main, mais je vais me prêter au jeu et suivre totalement mon envie de l'instant au moment où je me lancerai dans le défi lecture du mois d'août. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Elle l'est un petit peu parce que je me suis un petit peu emballée, mais voilà, vous comprendrez pourquoi ou pas, je ne sais pas. Hem N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si ces lectures vous tentent, pourquoi, si vous avez des recommandations dans le même genre, et notamment je pense à des anthropologues, sociologues qui parlent de ce type de sujet ou d'autres sujets, mais voilà, des sujets sociaux importants. N'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse vraiment énormément. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!